Bonjour, je reviens sur ce qui a été dit aujourd'hui en classe virtuelle pour ceux qui n'étaient pas présents. Vous aviez cet exercice à chercher, en tout cas en partie. Vous aviez à résoudre le système à partir de votre équation matricielle, et puis ensuite vous aviez à déterminer une plage horaire pour laquelle un temps d'attente serait inférieur à 10 minutes. Ça, c'est une application directe de la fonction que l'on va trouver à la fin de cette question 1. Alors la dernière fois, on était arrivé là, sur le tuto, et à partir de ça, vous avez à écrire les matrices. Alors les matrices ici, A, B et X, A va être obtenu à l'aide des coefficients qui se trouvent dans le membre de gauche, 81, 9 et 1, 121, 11 et 1, 256, 16 et 1. La matrice B, c'est la matrice des constantes qui va se trouver à partir des nombres qui apparaissent dans le membre de droite, ici sur ce système, 9, 22. Et grand X, c'est la matrice des inconnus, ici qui s'appelle ABC, et vraiment rangée dans cet ordre ABC. L'ordre est important, parce qu'on a commencé par écrire le coefficient 81, puis 9, puis 1, dans l'ordre A, B, C. Cet ordre-là, il n'est pas négligeable, parce qu'aujourd'hui, on va commencer aussi le chapitre 8, et dans ce chapitre 8, vous allez voir qu'on a un ordre alphabétique souvent à respecter quand on construit une certaine matrice. À partir donc de ABX, vous déroulez là votre cours. Vous savez que grand X est solution d'une équation de la forme AX égale AB. Et c'est équivalent à ça, à condition que A soit inversible. En terminale ES, vous avez forcément des matrices qui sont inversibles lorsque l'on vous propose la résolution de systèmes. C'est-à-dire, si la question c'est résoudre un système, ça veut dire que votre matrice derrière, elle est inversible. Si par contre la question est « Est-ce que le système admet des solutions ?» Là, pas évident qu'elle soit inversible. Comment maintenant voir qu'une matrice est ou non inversible? Eh bien pour vous, ça n'est que voir, ça n'est qu'une observation parce que vous n'avez pas la théorie derrière. Pour voir si une matrice est inversible ou non, vous demandez à la calculatrice de calculer cette matrice. Si la calculatrice vous affiche une matrice, ça veut dire que c'est inversible. Sinon, ça l'est pas. En particulier, si ça met mat erreur, ça veut dire que votre matrice n'est pas inversible. Quand j'ai moi demandé à ma calculatrice la matrice inverse, c'est elle qui apparaît. Donc cette matrice avec des coefficients qui ne sont pas simples à écrire, donc je l'ai fait un peu en avance. Et donc ça c'est la matrice A puissance moins 1. Et pour obtenir votre grand X, vous allez donc multiplier ça à la matrice B. Alors je rappelle que ce calcul est à faire à la main et que vous devez me laisser apparent vos calculs. Donc ici 1 sur 14 fois 9 moins 1 sur 10 fois 20 plus 1 sur 35 fois 2. Ça, c'est pour le premier coefficient. Deuxième coefficient, je vais mettre des petits points parce que c'est un peu long. Alors quand je dis je vais mettre des petits points, je vais commencer par écrire le début du calcul. Fois 9 moins 4 septièmes fois 2. Le dernier, 88 septièmes fois 9 plus 99 sur 35 fois 2. Bon. Ça,
c'est donc quand vous multipliez, vous allez obtenir une matrice de ce type avec 3 lignes et une seule colonne. Maintenant, ce que je me suis dit, c'est que j'allais le faire à la calculatrice. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rentré la matrice A que j'avais au départ. J'ai rentré la matrice B que j'avais aussi au départ. Donc ça, c'est ma matrice B, 9, 22. Ensuite, ce que j'ai demandé de faire, c'est directement ça. C'est-à-dire la matrice A puissance moins 1 fois la matrice B. Et quand je demande, donc j'écris vraiment cette ligne-là, je demande et j'obtiens ce résultat, c'est-à-dire j'obtiens le résultat de cette opération, celle-là et celle-là. Ça me donne donc directement mes valeurs. Alors 31,5, je l'écris comme ça, et moins 169,2. Donc ça, c'est mon grand X. Et je rappelle que derrière mon grand X, j'avais ABC. C'est quelque chose qui avait été posé ici. Donc, j'identifie A, B et C à partir de ma matrice, là. Je trouve A égale à moins 1,3. B égale à 31,5. Et C égale à moins 169,2. Et j'oublie pas qu'au départ, je cherchais une fonction qui était de cette forme. C'était une fonction du second degré qu'on m'imposait. Donc on me demandait de modéliser mon nuage de points à l'aide d'une fonction du second degré. Et j'obtiens ça, si je remplace. Et ça correspond bien à une modélisation de nuage de points à l'aide d'une parabole dont les branches seraient tournées vers le bas. Notre coefficient directeur ici, il est négatif. Ça correspond bien à quelque chose qui est tourné vers le bas. Donc ça, c'est notre fonction. En utilisant ce modèle, déterminer sur quelle plage horaire l'attente peut être inférieure à 10 minutes. Alors une attente inférieure à 10 minutes, si on observait là sur le dessin, ça correspond à 10 minutes. On regarderait la partie de la courbe qui se trouve en dessous de la droite horizontale là que je viens de montrer. Donc, ça correspondra à cette partie-là à peu près là entre 9h et 10h, et puis à cette partie-là entre 15h et 16h. Ouais, donc le parc, en fait, il doit fermer à 17h, c'est pour ça qu'après, on n'a pas les horaires. Donc, ça paraît assez logique vis-à-vis de la vie quotidienne. On nous dit que le temps d'attente, il serait inférieur à 10 minutes, plutôt sur le début de la matinée, quand le parc ouvre, ou juste avant que le parc ferme. Avec, on voit un pic d'affluence, là, sur du 11h, 13h, ce qui n'est pas très étonnant, avec un temps d'attente qui, lui, va être assez long.
Vous, on ne vous demande pas de le faire comme ça approximativement, on veut la plage horaire précisément à partir du modèle. Alors le modèle, c'est pas tout à fait ce qui colle à la réalité, c'est pas ce qu'on observe là en gros, hein. Le modèle, c'est celui que vous avez obtenu à partir de la fonction du second degré. Donc la fonction du second degré qui est ici. Là. Donc à partir de cette fonction du second degré, on veut savoir sur quelle plage horaire on a un temps d'attente inférieur à 10 minutes. Alors ce qu'on peut faire si on veut avoir un petit peu de graphique, comment ça, illégal? Bon, c'était illégal, ça l'est plus. Ça l'est plus, mais on voit rien. Alors on voit rien parce que nos coefficients ici sont pas très sympas. C'est là qu'on peut aller regarder ce qui se passait sur C7 tout à l'heure graphiquement, comment ça avait été gradué, donc de 2 en 2 sur l'axe des ordonnées. On va faire pareil. Donc on fait de 2 en 2. Et bien sûr, de 2 en 2. Alors on voit un peu mieux. Voilà. On voit un peu mieux ce qui se passe. Donc là, c'est la modélisation du nuage de points à l'aide de cette courbe. On a un axe de symétrie, on voit bien un temps d'attente qui est assez élevé là sur une plage horaire entre 11h et 13h. Et puis à un moment donné, on va avoir une attente qui, elle, va être inférieure à 10. Alors elle va être inférieure à 10 pour cette partie-là. Alors je rappelle que nous, ça commence que à 9h. Alors si ça commence que à 9h, je peux demander à GeoGebra de tracer seulement sur du 9h, 16h. Comme ça, on va se limiter comme justement, je veux pas ça. Bon, tant pis. Je voulais la mettre en blanc. J'arrive pas. Voilà, si c'est bon. Donc, maintenant, si j'observe uniquement ce qui se passe entre 9h et 16h, c'est de là à là. Donc, de là à là, un temps d'attente inférieur à 10 minutes, ça va être cette partie-là et celle-là. Donc, graphiquement, j'arrive à lire des choses. J'ai pas cette valeur-là, j'ai pas celle-ci. Avec une calculatrice, je pourrais demander à faire du Gsolve. Parce que je pourrais chercher en fait les solutions de l'équation f de x égale à 10 grâce à une calculatrice. Donc si jamais je suis bloqué sur cette question que je ne vois pas du tout comment déterminer par le calcul, avec le Gsolve dans le menu graphe, je peux toujours demander Gsolve f de x égale 10. Et j'aurai ces deux valeurs-là. Maintenant, si jamais je veux le faire par le calcul, et normalement vous en êtes capable,
Bien, si vous voulez un temps d'attente inférieur à 10 minutes, cela se traduit par f de x inférieur ou égal à 10. Ça s'appelle une inéquation. Que l'on va résoudre sur l'intervalle 9, 16. Comme tout à l'heure, la courbe a été tracée pour des x appartenant à l'intervalle 9, 16. Si on veut aller plus loin, on va remplacer. Donc ici, on a moins 1,3 x carré plus 31,5 x moins 169,2. Ça, c'est ce qu'on obtient d'après la question 1. Inférieur ou égal à 10. Et ça porte le nom d'inéquation du second degré. Pour résoudre une inéquation du second degré, vous avez besoin de ramener à 0, c'est-à-dire de comparer votre expression du second degré à 0. Raison pour laquelle on reprend la même inéquation, mais cette fois-ci, on va aller retrancher 10. Laissons 0, enfin 10 moins 10. Et alors je rappelle que ici il y a des équivalents. Ça aussi. Et ça c'est équivalent si jamais on calcule dans le membre de droite et dans le membre de gauche, ça nous donne moins 1,3 x carré plus 31,5 x moins 179,2 inférieur ou égal à 0. Ensuite, on cherche les racines du polynôme du second degré, qui est celui-là, sans le inférieur ou égal à 0. Pour déterminer ces racines, vous avez besoin du discriminant. Vous avez ensuite besoin de déterminer x1 et x2. De tracer, enfin en tout cas de faire votre tableau de signes sur l'intervalle qui nous intéresse. C'est-à-dire 9, 16. Avec votre x1, ici, je vais choisir un x1 plus petit que le x2. Votre quantité qui est moins 1,3 x carré plus 31,5 x moins 179,2. Ça, c'est votre polynôme du second degré. Et vous avez un coefficient directeur qui est négatif. Ça veut dire qu'elle va être tournée vers le bas, votre parabole. Vous aurez quelque chose qui va être négatif en dehors des racines, en fait négatif le plus souvent. Le signe du coefficient directeur va emporter le plus souvent. Ça explique pourquoi vous avez du moins et du moins des deux côtés. Donc je rappelle que les petits traits là gris n'apparaissent pas normalement. Donc si on observe là, on a un temps. Donc je rappelle ce qu'on a dit. Donc cette inéquation-là, inférieure ou égale à 10, c'est équivalent à dire que cette quantité-là est négative. Donc pour déterminer les solutions de f de x inférieure ou égale à 10, donc les solutions de f de x inférieure ou égale à 10, vont se dire, donc f de x inférieure ou égale à 10, a pour solution
et même que ça. Et ça, on lit dans le tableau. Et je vous laisserai faire le calcul de x1, x2. Donc, union x2, 16. Alors ça, c'est si on écrit en mathématiques. Maintenant, si vous voulez parler distinctement aux gens, vous direz entre 9h et... Et n'oubliez pas que vous allez avoir une heure décimale dans ce cas-là. Donc, vous pouvez traduire ensuite en heure-minute. La question, savez-vous traduire en heure-minute? Je peaufine. Mais donc, en tout cas, ça, c'est mathématique et vous ne pouvez pas transmettre ça comme information. Si vous êtes à la caisse d'un parc, vous allez parler en heure-minute. Voir la traduction. Et j'en ai fini. Au revoir.